Bon, vous avez écrit par rapport à ce qu'on vient de dire là, bon, que ces récits insolites constituent une analyse socio-culturelle sur fond d'humour caustique, permettant de décrire la mentalité d'un petit peuple original. Bon, on va savoir si on est vraiment original, qui, malgré les grands progrès et les exploits de la science, vit encore dans un obscurantisme terrible. Les vendeurs de chimères en profitent. Quelle triste réalité. Donc là, vous pointez du doigt un certain obscurantisme en Haïti. Ça nous revient à toute la question de l'éducation, hein, par rapport au comportement que nous adoptons face au phénomène, particulièrement au COVID-19. Bon, j'ai dit au COVID-19 puisque... ouais, c'est ça. Donc, toute la question de l'éducation. Oui, donc la COVID-19, bon, le COVID nous donne l'occasion de faire un coup d'œil sur toute la complexité de la réalité. Il y a un ensemble d'éléments qui entrent en compte. Il y a la question économique, certes, il y a les infrastructures sanitaires qui n'auraient pas pu répondre s'il y avait une propagation du virus en Haïti. Mais il y a toute la question de l'éducation aussi qu'il faut poser. Comment nous interprétons les phénomènes en Haïti? C'est fondamental et de réfléchir sur cette question. On a déjà eu ce problème avec le tremblement de terre où les gens pensaient qu'il fallait prier pour éviter que la catastrophe arrive. Alors que prier, c'est bien, mais il faut commencer par bien construire. Parce que les pays qui connaissent fréquemment des tremblements de terre, eh bien, quand ça arrive, ils ne sont pas, il n'y a pas de désastre. Et c'est encore cette même attitude qu'on a aujourd'hui avec la question de COVID-19. Le comportement des gens, ils font une interprétation surnaturelle et toute la question de superstition. Et il y en a qui prient pour éviter que ça arrive. Donc, mais comment vous évaluez, vous appréciez cette question et cet aspect-là sur le plan éducatif? Mais comment vraiment faire en sorte que la population haïtienne ait un comportement, je dirais, rationnel, si le mot n'est pas trop fort, face aux différents phénomènes qui nous arrivent, et particulièrement au coronavirus dont nous parlons aujourd'hui. Oui, ça c'est une question vraiment ouverte, une question très large qui demanderait une heure de réponse, mais je vais essayer de résumer. La problématique éducative en Haïti est très sérieuse. Je vais vous faire une révélation. J'ai mon prochain livre qui s'appelle et une trentaine d'intellectuels haïtiens opinent sur la crise récurrente haïtienne, enfin apporte des éléments de réponse qui va sortir, c'est déjà fini. J'ai interviewé 30 intellectuels haïtiens sur la crise et la réponse qu'on a découverte à travers le dépouillement du sondage, contrairement à ce que les Haïtiens pensaient, le problème de mentalité n'est pas l'élément primordial, n'est pas le plus grand problème de l'Haïtien. Le plus grand problème auquel le pays fait face aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est ce qu'on a découvert. Ça veut dire que pour les gouvernements qui vont venir, s'ils veulent vraiment changer le pays, ils devraient consacrer une grande part de leur budget à l'éducation. Alors, ça, c'est pour vous donner raison pour revenir au livre sur le coronavirus. Le plus grand problème que nous avons en Haïti face aux catastrophes naturelles, face aux épidémies, c'est la non-préparation. La meilleure façon pour un pays de limiter les dégâts, c'est grâce à la prévention. Il faut prévenir. C'est comme le tremblement de terre. Et Haïti va connaître bientôt d'autres tremblements de terre. Mais on risque de connaître autant de morts, autant de victimes, si les gens ne sont pas préparés. Et parce que, bon, on a eu le 12 janvier 2010, mais les constructions anarchiques continuent. Elles se font à outrance. Il n'y a pas eu de changement de comportement. Après, on va dire, bon, c'est la fatalité. Non, c'est notre comportement. Donc, c'est pareil pour le coronavirus. Il y a des façons de prévenir, mais si on refuse, on ne fait pas le port du masque, on ne respecte pas les règles barrières, eh bien, ce ne sera pas une fatalité, c'est parce que notre comportement n'a pas été approprié au principe de prévention du coronavirus. Alors, le coronavirus, à mon avis, a mis à nu les déficiences d'Haïti. Et souvent, on croyait que, bon, on a de l'argent, si on a un problème, on peut voyager, aller à Saint-Domingue, aller à Cuba, aller aux États-Unis ou ailleurs, et se faire soigner. Le Coran nous a donné beaucoup de leçons. Désormais, plus que jamais, chacun pour soi, Dieu pour tous, parce que
chaque pays a ses propres problèmes. Ils n'ont plus le temps de s'occuper d'Haïti ou des pays pauvres. Et aujourd'hui, en Haïti, on n'a pas de vrais hôpitaux, on n'a pas un vrai système de soins médicaux, on n'a pas d'assurance. Vraiment, on n'est pas organisé. Et je crois que le coronavirus devrait nous permettre de faire une prise de conscience de notre État et se dire, il faut changer ce pays une fois pour toutes. Parce que même si on aurait des millions, mais il va arriver à un point, on ne pourra aller nulle part. Donc, il faut s'organiser, il faut organiser chez nous. Et c'est ce qui s'est passé parce que pendant plusieurs mois, le monde était fermé. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'au Canada, ce n'est pas encore ouvert à 100%. Bon, si on voyage, il faut rester à l'hôtel pendant, je crois, une semaine. Et pas à Québec, c'est encore le confinement. C'est encore le confinement. Et je me rappelle très bien, au Canada, il y a eu un premier confinement, on a enlevé, on a reconfiné. Donc, et ça va continuer parce qu'il n'arrive pas jusqu'à maintenant à juguler, à combattre le coronavirus. Donc, c'est pour ça que je dis que Haïti, on est vraiment béni parce qu'on n'a rien fait en Haïti. Honnêtement, les Haïtiens n'ont rien fait. Non, sérieusement. Si c'était pour le respect des règles barrières, tout le monde aurait eu le corona. Les Haïtiens n'ont rien fait. Et c'est ce qui paraît paradoxal, c'est un vrai miracle. Parce que ce peuple qui est négligent, qui monte les autobus, mais moi-même, je fais une parenthèse, j'ai découvert aussi une chose. Parce que comment peut-on expliquer que la Dominicanie qui est à côté fait face sérieusement à ce problème? Ils ont eu plusieurs milliers de morts. Nous, on n'a eu que 263 jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Moi, j'ai découvert que et à ce domaine, les marchands haïtiennes qui vendent dans la rue sur le Traté, une des rues principales, n'ont jamais eu le coronavirus. Par contre, les vendeurs qui sont dans le magasin à l'intérieur, à la Sirena, etc., ont le corona. Les gens qui vont y acheter ont le corona, attrapent le corona. Qu'est-ce que je pense, c'est que le climatiseur facilite la transmission, la propagation. Parce qu'on est dans une salle fermée, donc ça facilite la transmission. Et étant donné qu'à ce domaine, la plupart des voitures, des bus de transport en commun, c'est climatisé, eh bien, le corona s'est propagé. Et en Haïti, c'est le contraire, on n'a pas la climatisation, on est dans la chaleur, les gens vendent au marché, ils n'ont pas le coronavirus. Voilà un élément scientifique qui reste à prouver, évidemment, mais c'est l'un des facteurs qu'on peut identifier et qui fait qu'on n'a pas eu ce problème. Alors, pour revenir à la question, vraiment particulier, et dans certains cas, cette particularité fait notre affaire, dans d'autres, ça fait la fatalité, comme le 12 janvier en Haïti. Mais je crois que le coronavirus devrait nous faire vraiment réfléchir pour se dire que ce n'est pas possible qu'un pays puisse être comme ça dans la Caraïbe et à 1h30 des États-Unis. Il faut qu'on prenne Haïti au sérieux. Ça devait faire prendre conscience à nos gouvernants pour se dire que c'est pas normal. Il faut maintenant construire des hôpitaux à travers le pays. Il faut organiser le pays, structurer Haïti parce que le coronavirus, pour moi, ce n'est qu'un début. Parce que tôt ou tard, on fera face à d'autres épidémies, d'autres pandémies encore plus graves. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Autant que la technologie avance, autant que le monde évolue, on aura à faire face à ce genre de problème. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le monde a connu ce genre d'épidémie. Donc, voilà, c'est comme ça que je pourrais répondre à la question. Juste avant la question, Émile, c'est vrai que et là, on vient de parler de la question d'éducation, de la manière dont les gens se comportent. Mais on pourrait se dire aussi que même si les gens savaient ce qu'ils devaient faire, il pourrait arriver qu'ils ne respectent pas les mesures. Et ceci en raison de l'absence d'autorité et d'institutions fortes pour faire appliquer ces mesures. Il y a aussi toute la question de la gouvernance et de la nécessité d'avoir des institutions pour faire respecter les gestes barrières. Et il y a aussi toute la question de la faiblesse des institutions aussi. Donc, c'est vrai, d'un côté, il y a la faiblesse de l'éducation. De l'autre côté, il y a aussi la faiblesse des institutions qui fait que même si les gens savaient ce qu'ils devaient faire, il pourrait arriver qu'ils ne le fassent pas. Et dans le livre, il y a un exemple qui n'est pas lié au coronavirus, à la compréhension du coronavirus. C'est l'exemple de cet individu qui voulait pénétrer au sein de l'institution Adelma sans se laver les mains. Oui. Et où il a été empêché par l'agent de sécurité. Et tenez bien, ce dernier qui avait reçu il a fait feu. Ouais, au lieu de coopérer, il a dégainé son pistolet à la grande surprise des clients. Et malgré son geste, l'agent de sécurité lui a interdit l'accès et il a dû prendre sa voiture et quitter les lieux. Oui. Donc, prendre son pistolet, et moi j'ai commenté cette histoire. Oh.
Donc ça, c'est pas une question, ça n'a aucun rapport avec le coronavirus, c'est lié à la Comportement. question, ce jeune Comportement. homme-là, sa copine était policier, donc il sait qu'il bénéficiera d'une protection spéciale, il n'y aura pas de poursuite. Donc c'est toute la question de la faiblesse de l'institution judiciaire, de la police et autres qui fait que très souvent, on assiste à des comportements qui pourraient être désastreux. Même si la personne sait ce qu'il faut faire, mais il sait que s'il viole les règles, s'il ne respecte pas les mesures, bon, il ne va rien se passer. Eh bien, voilà, donc, tout le monde, pourquoi pouvoir agir comme bon lui semble? Et là, ça nous ramène à la question de la faiblesse de l'institution. Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'abord, le problème de comportement, parce que là, c'est une question de mentalité. Et la mentalité du chef, je suis policier, bon, et moi, j'ai une exemption. Bon, les autres peuvent respecter certaines règles, mais moi, je suis policier, c'est pas la peine que je les respecte. C'est pas vrai. La loi est une pour tous. Et là encore, ça nous ramène à l'éducation. Et il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, qu'on aurait pu vraiment insister là-dessus, c'est l'aspect des médias. Et c'est là que les médias devraient jouer leur rôle. En Haïti, on a plus d'1 millier de stations de radio, on a plus de 150 stations de télévision. Mais le problème, c'est que tous ces médias ne font que passer de la musique ou encore diffuser de l'information au rabais. Moi, je pense qu'on aurait dû faire comme ça a été le cas au Mexique il y a quelques années ou au Brésil, où avant d'accorder un permis à un média, il fallait exiger que ces médias s'engagent à diffuser pendant 8 heures par jour, au moins, des émissions éducatives. Et l'État, pour pallier aux problèmes de production d'émissions d'éducation, produisait les émissions et obligeait les médias à les diffuser. Et c'est ce qui a permis à ces pays d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense que Haïti a une chance. On a beaucoup de médias, mais malheureusement, ils sont utilisés pour la distraction et un petit peu d'information, mais pas vraiment pour l'éducation. Et je crois qu'il faudrait insister sur l'éducation et pourquoi pas pour la transformation, parce que c'est encore une des fonctions des médias. Et à part de l'éducation, ce serait aussi la fonction de transformer l'homme haïtien. Et on n'est pas encore à ce stade, justement, parce que regarder ces comportements insolites, ces comportements bizarres, ce n'est pas normal. Et en plus de la part des gens qui savent plus ou moins lire ou écrire, parce que souvent on pensait que ce genre de comportement, c'était l'affaire des analphabètes. Non, il y a beaucoup de gens qui savent lire, même qui ont fait l'université, qui ont mauvais comportement. Regardez comment les gens conduisent dans les rues. C'est pas possible. Alors, ils ne le feront pas au Canada, ils ne le feront pas aux États-Unis, en France ou ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles d'accompagnement, des mesures d'accompagnement. Vous ne respectez pas la loi pour qui que vous soyez. Mais en Haïti, la loi n'est pas une pour tous. C'est ça qui crée le problème. Donc, il faut qu'on arrive à un point où il y a des mesures d'accompagnement, ou que, comme vous l'avez si bien dit, l'État oblige les citoyens à respecter la loi. Et tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, je pense qu'on n'aura pas un pays. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à ce point et qu'il n'y a pas une question de race, de couleur, de nom, de classe sociale. Non, 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 on est tous pareils devant la loi. Que vous soyez monsieur un tel ou madame un tel, eh bien, devant la loi, nous sommes tous égaux. Vous arrivez à la banque, il y a une ligne, vous êtes un multimillionnaire, moi je suis un pauvre gars, eh bien, vous prenez la ligne comme tout le monde, comme cela se fait dans les grands pays. Voilà, c'est toute la question des règles. Oui, moi, je vais encore mettre l'accent sur l'aspect scientifique de la pandémie, surtout en prenant la question de la vaccination qui fait couler beaucoup de salive pour le moment. Maintenant, nous sommes au temps de la vaccination et pour beaucoup d'observateurs, Haïti n'a pas connu de pandémie. On n'a pas besoin de parler de la vaccination et on voit ce que ce débat fait à travers le monde. Par exemple, aux États-Unis, et le président Joe Biden qui a fait tomber les brevets, remarquant que les industries pharmaceutiques s'intéressent plutôt à l'aspect pécunier de la question. Et aussi, il y a la question de la fiabilité des vaccins. Il y a certains vaccins qui ne sont pas du tout conseillés et ça fait quelques jours depuis que j'ai regardé dans les infos une vidéo montrant environ une trentaine de personnes qui sont décédées à la suite de la prise et de l'injection de ces vaccins-là. Vous parlez bien sûr de l'aspect solide du coronavirus. Cela n'empêche pas que vous pouvez placer quand même quelques mots sur cet aspect-là. Pensez-vous qu'il est important, malgré l'absence de la pandémie, l'absence réelle de la pandémie en Haïti, pensez-vous qu'il est nécessaire de faire vacciner les Haïtiens?
Je ne vais pas répondre par moi-même, je réponds par rapport à ce que le docteur Jean-William Pap a dit hier. Il a suggéré que les autorités, enfin, il encourage les autorités à vacciner les Haïtiens. Il dit que c'est la meilleure façon de prévenir une deuxième vague, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de variantes au niveau du coronavirus. Et oui, ça va? Oui, ça va. Arriver sera encore plus terrible. Et on a échappé à la première vague, mais rien ne dit qu'on va pouvoir échapper aux autres vagues qui vont venir. Parce qu'on est voisins de la Dominicanie et eux-mêmes, avec tous les touristes qu'ils ont, qui viennent de par le monde, eh bien, il suffit qu'un Haïtien traverse la frontière avec cette contamination et qu'on soit contaminé en Haïti. Donc, il a suggéré cette vaccination pour les Haïtiens. Mais vivant en Haïti et connaissant la culture haïtienne, je ne suis pas très sûr que les Haïtiens, pour l'instant, qui vont prendre le vaccin. Ils vont le prendre quand ils verront vraiment, enfin, il faudrait qu'ils voient des gens mourir. Et là, maintenant, s'ils savent que le seul moyen, la seule façon de se protéger, c'est le vaccin, ils vont le faire. Mais pour l'instant, croyez-moi, si les gens commencent à mourir, il pourra peut-être trop tard déjà. Oui, mais l'Haïtien est comme ça. L'Haïtien, c'est comme des destins. Il réagit au dernier moment. Maintenant, pour parler du vaccin, et ceux qui arrivent avec les vaccins, par exemple, Johnson & Johnson, on l'avait rentré récemment, mais le permis a été accordé pour qu'on l'utilise à nouveau. Moi, j'ai appris que, et mon fils est médecin, il m'a expliqué, le problème, c'est une question de commercialisation, une question d'argent, justement. Oui. Parfois, on fait rentrer un vaccin pour faire vendre l'autre vaccin. C'est une question. C'est dommage qu'aujourd'hui, le monde s'intéresse à l'argent plus qu'à la vie. Et on a l'impression que les scientifiques sont pressés, non pas pour sauver des vies humaines, mais pour faire de l'argent, parce que le vaccin, c'est un moyen aussi pour entrer des sous. Et chaque pays a mené une lutte pour produire le premier vaccin parce qu'ils savaient qu'on allait faire de l'argent. Et c'est dommage. Et ça fait pleuvoir les théories complotistes. Hein. Quand les gens remarquent que c'est une question d'argent, c'est une bataille pour les brevets, donc ça fait monter les théories complotistes. Il faut questionner les faits. Pourquoi la Chine, qui est à l'origine de la maladie, n'est pas la plus atteinte? C'est une question, il faut répondre à la question. Pourquoi la Chine fait beaucoup d'argent avec le coronavirus alors qu'ils sont à l'origine? Et ce sont eux qui vendent au monde les masques, qui vendent plein de produits, de protection, etc. Il y a un problème. Et bon, là, j'exagère, mais la Chine aurait dû apporter des réponses. On aurait dû questionner la Chine devant la Cour internationale de justice pour savoir, enfin, au moins que la Chine puisse dédommager les petits pays. Je ne sais pas. Non, mais ils sont à l'origine de cette maladie. Je ne pense pas que la Chine a vraiment agi de manière parfaite face à cette pandémie, parce qu'ils sont à l'origine, ils devraient s'excuser, ils devraient au contraire faire beaucoup de dons au monde entier pour leur permettre de résister, parce qu'ils sont à l'origine de la maladie. Bon, ils vous disent que ce n'est pas accident, c'est pas volontaire, c'est ce qu'ils vous disent. Oui. Le fait demeure que c'est parti de chez eux. Est-ce que c'était une expérimentation? On ne sait pas. Est-ce que c'est une épidémie naturelle? On ne sait pas. Un jour, on le saura peut-être. Mais il y a vraiment beaucoup de mystères derrière le coronavirus. Il y a beaucoup de mystères. Et j'ai même lu des articles qui disent que ça va être prédit avec exactitude. Bon, je ne sais pas. J'ai lu des documents qui ont dit que en 2020 justement, une épidémie allait faire son apparition dans le monde et qu'elle allait disparaître rapidement, qu'on allait trouver des solutions rapidement. C'est comme si les prophéties étaient exactes. Je ne sais pas, c'est pas mon domaine de parenthèse. Il y a un autre aspect qui m'intrigue dans cette question de vaccination, c'est pratiquement l'aspect obligatoire. Si on suit l'évolution de la situation, on voit carrément que les responsables politiques peu à peu s'apprêtent à rendre obligatoire cette question des vaccins-là. Regardez ce qui se passe au Canada, au pays où nous vivons. Donc, au fur et à mesure, on essaie d'imposer aux gens les vaccins. Donc, pour moi, ça fait encore réfléchir et justement, ça fait monter encore une fois les théories complotistes. Donc, pas de problème pour les vaccins, mais rendre les vaccins obligatoires, et surtout avec les voyages. Par exemple, au Canada, on vous dit carrément, pour voyager, il faut avoir en poche les $2,000 canadiens, justement, pour passer les 3 jours à l'hôtel. Là encore, il y a un problème. Il y a un ensemble d'aspects
à aborder. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout aborder puisque je sais que M. Locke a des contraintes de temps. Il va être 11 heures déjà. Et peut-être qu'on va approfondir d'autres questions, d'autres aspects liés au coronavirus. Mais par rapport aux contraintes de temps, nous allons malheureusement devoir clore cet entretien autour de cet ouvrage que M. Locke présente aux futurs lecteurs, aux lecteurs et aux générations, aux futurs lecteurs, aux générations à venir, afin de les aider à se faire une idée réelle de ce qui s'était passé en Haïti au temps du coronavirus. C'est tout l'aspect historique de l'ouvrage. Merci beaucoup, M. Locke, Émile. Et on a fait le tour. Un dernier mot pour clore. Oui, ça a été un plaisir d'avoir cette... On a passé ensemble environ 1 heure, justement, pour parler de coronavirus, notamment à travers l'ouvrage de M. Locke, l'histoire insolite au temps du coronavirus. Et c'est vraiment un super ouvrage. J'invite tous les téléspectateurs qui nous regardent à faire provision dans la perspective de se procurer de cet ouvrage super intéressant. Encore une fois, M. Locke, Académie Multimédia, et vous remercie pour votre disposition. Donc, à la prochaine, quoi. Merci beaucoup, à la prochaine. Et merci Michel, merci Junior. Merci à tous. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À bientôt. Ça a été un plaisir d'avoir M. Locke avec nous pour cet échange, ce dialogue autour de son dernier livre, Histoire insolite au temps du coronavirus en Haïti. Un grand merci à chacun de vous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour un autre échange, un autre dialogue autour de production culturelle, d'ouvrages, et pour mieux comprendre la réalité. Parce que, à notre avis, tout passe d'abord par l'éducation et il faut mettre vraiment la science à sa place en Haïti parce que c'est fondamental de mieux nous éclairer pour des comportements beaucoup plus adéquats par rapport aux différents phénomènes que nous connaissons. Encore une fois, un grand merci à chacun de vous. À très bientôt. À bientôt. Merci encore une fois, M. Locke. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.